Bienvenue sur le podcast Cubic. Je suis Damien Cour, fondateur et dirigeant de Cubic, et notre métier, c'est d'imaginer et réaliser des pharmacies qui répondent aux besoins d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Géraldine Blanc pour parler merchandising, parcours client et performance de l'officine. Bonjour Géraldine. Bonjour Damien, merci de me recevoir. Je suis hyper content de t'avoir moi aussi. Avec nous. Géraldine, ça fait 16 ans qu'on se connaît. Non. Si, ça fait 16 ans qu'on se connaît, qu'on bosse ensemble. On a un parcours assez parallèle. On s'est beaucoup côtoyés sur de nombreux projets, et notamment nos tout premiers projets respectifs, avec des clients fidèles qui nous ont fait confiance à nos débuts. Complètement. Moi, j'ai souvenir d'une discussion à la pharmacie de la Guillotière, où c'était un mouchoir de poche, cette pharmacie. Et à l'époque, on s'était creusé la tête sur la gestion de la file d'attente. Et c'était des questions qui, il y a 16 ans, n'étaient pas habituelles. Et je m'étais dit, c'est top d'arriver à échanger sur des sujets comme ça avec des gens qui ont à peu près la même trajectoire et la même vision que QI. Oui, moi, je me souviens très bien et j'avoue que j'étais bluffée. Et on avait dû travailler sur un espace où on devait avoir 3 descentes accessibles en tout et pour tout. Vraiment, c'est clair, un mouchoir de poche. Et je me disais, mais comment je vais pouvoir faire quelque chose ? Et dans l'échange, on ne se connaissait pas encore. Tu nous as trouvé un flux client dans un mouchoir de poche. On a juste quadruplé la surface de vente et ça me permettait de pouvoir vraiment faire quelque chose sur cette pharmacie qui a clairement bien évolué derrière. Ouais, c'est sûr, c'était les tout débuts. Géraldine, comment est-ce qu'on arrive à devenir, au fil des années, une experte du merch, du coup ? Eh bien, en fait, j'ai fait mes armes en laboratoire dermatologique. Et en fait, au fur et à mesure qu'on accompagnait des commerciaux dans les points de vente, on discutait, on échangeait avec des pharmaciens. Et clairement, on avait des pharmaciens qui nous décrivaient des projets, des envies. Et quand on regardait leur espace de vente, on ne le retrouvait pas dans l'espace de vente. Ouais. Donc voilà, à un moment donné, on s'est dit, il faut qu'on ait une structure pour accompagner le pharmacien, pour qu'il réussisse à mettre en œuvre et avoir une pharmacie qui lui ressemble. Ok. Et du coup, quand tu dis « on », c'est que vous étiez plusieurs au début ? Comment ça s'est passé, le lancement de... Complètement. Alors, au début, on parle de 2009. Donc, on parle d'un marché où la pharmacie faisait en moyenne 1,5 million. Ça n'a rien à voir avec la pharmacie d'aujourd'hui. Et en fait, je me suis associée avec 2 pharmaciens pour monter une société de consultants qui accompagnait les pharmaciens pour pouvoir mettre en œuvre tout ce qu'ils avaient besoin de mettre en œuvre. À l'époque, on commençait à parler de merchandising, de flux clients, mais c'était quand même assez exceptionnel, à part à la Guillotière. On parlait aussi des bases du management en pharmacie, parce qu'à l'époque, ils ne faisaient pas forcément des entretiens. On parlait des techniques de conseil au comptoir. Donc, on a choisi à l'époque de monter une structure d'accompagnement des pharmaciens sur tous ces axes. Après, les choses ont évolué, la pharmacie s'est développée. Aujourd'hui, on arrive à des pharmacies qui font 2,4 millions en moyenne. Ça n'a plus rien à voir. Et du coup, il a fallu se spécialiser parce qu'aujourd'hui, la pharmacie, elle a besoin d'être accompagnée de spécialistes sur chacun de ces domaines. Le pharmacien, il doit savoir être hyper compétent dans beaucoup de domaines. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, avec le type de pharmacie qu'on a, on a besoin, quelle que soit la taille de la pharmacie d'ailleurs, d'être accompagné par des gens vraiment qui sont experts dans un domaine et notamment dans le merchandising. Est-ce que toi, tu accompagnes tout type d'officine ? Alors, on a des officines qui sont rurales, qui sont de chiffres plus petits ou pas, parce que le chiffre d'ordonnance peut être très lourd. Et on a des pharmacies qui sont vraiment des hyper-pharmacies de Centco. C'est des projets qui sont vraiment complètement différents, mais leur point commun, c'est qu'ils doivent trouver l'équilibre entre leur métier de professionnel de santé et la commercialité de leur point de vente. Alors, ils ne trouvent pas l'équilibre au même endroit. Ouais. Ils ne vont pas développer la commercialité de la même façon parce qu'ils n'ont pas les mêmes envies, ils n'ont pas les mêmes clients, ils n'ont pas les mêmes volontés de développement, ils n'ont pas les mêmes concurrents.
Mais par contre, ils ont toujours ce besoin qui aujourd'hui... Une pharmacie aujourd'hui, elle ne peut pas ne pas s'inquiéter de la commercialité et de la rentabilité de son point de vente. C'est évident. Je pense que c'est évident. Et au fur et à mesure des années, on a des pharmaciens en face de nous, je pense que tu le vis aussi, qui le comprennent et qui ont besoin d'être aidés et accompagnés, quel que soit ce profil de pharmacie. Donc toi, un pharmacien qui veut s'installer ou qui est déjà installé depuis de nombreuses années, quand il se pose ce type de questions et qu'il fait appel à toi, par quoi tu commences? Où est-ce que tu l'emmènes dans la réflexion au départ? Alors moi, j'aime bien toujours parler du client d'abord. Du client, du patient. Ouais. On l'appelle selon le pharmacien, il va l'appeler comme il le souhaite. En tout cas, ce qui est important, c'est les gens qui vont venir dans cette pharmacie. Et c'est même pas les gens qui sont déjà dans cette pharmacie. La question, c'est qui est susceptible de rentrer dans ma pharmacie? Quels sont les gens qui gravitent autour sur ma zone de chalandise? Quels sont leurs profils? Quels sont leurs âges? Quels sont leurs besoins? Catégories socio-professionnelles. Est-ce qu'ils sont en maison ou en appartement? Du coup, est-ce qu'ils ont des chiens et des chats? Est-ce que c'est leur lieu de... est-ce que c'est le lieu où ils résident, mais ils travaillent ailleurs? Est-ce que c'est là qu'ils viennent pour travailler? En fait, il faut vraiment partir du consommateur, du client et du client surtout potentiel. Donc, on se pose des questions en faisant une étude de marché, en regardant des données chiffrées objectives et aussi en questionnant le titulaire. Et souvent, j'aime bien impliquer l'équipe aussi. Donc, tu croises les données qui te sont retranscrites par le pharmacien et par l'équipe, avec les données réelles d'études de marché, d'INSEE, et tu croises ça. Oui. Et tu mesures des écarts. Et je mesure des écarts. Alors, je mesure des écarts par rapport à des moyennes France pour se rendre compte que sur cette pharmacie, vous avez particulièrement tel ou tel profil. Et du coup, il faut se poser la question de développer telle ou telle spécialisation, activité ou façon de montrer les choses. Ok. Donc, grosso modo, j'ai un marché, j'ai une compétence et je fais en sorte de trouver le meilleur combo des deux pour avoir la meilleure proposition de valeur. Alors, j'ai un profil client, j'ai des compétences, j'ai une concurrence aussi. Quelle concurrence j'ai? Et au-delà de la concurrence, qu'est-ce qui fait graviter les gens autour de chez moi? Passer devant ma vitrine. Et il y a un autre point hyper important, et je sais que tu travailles aussi beaucoup dessus, c'est quelle image, moi, pharmacien titulaire, j'ai envie de donner. Parce que ça compte énormément. Vous pouvez avoir une clientèle très jeune ou très senior. Allez, prenons l'exemple des seniors, puisque c'est l'actualité, le vieillissement de la population. Vous pouvez avoir envie de faire du maintien à domicile. Si à un moment donné, il y a 30% de la population dans la zone de chalandise qui a entre 14 et 17 ans parce que vous êtes dans une ville universitaire, ben non, en fait. Il n'y a pas lieu d'être. Et inversement, bien sûr. Ne pas faire de l'orthopédie du maintien à domicile quand vous avez 2 fois plus de seniors que la moyenne, ce serait dommage. Ok, donc toi, tu les accompagnes là-dessus et tu vas jusqu'où dans le niveau de détail? Alors, une fois qu'on a déterminé tous ces éléments, la volonté du pharmacien, les particularités du marché, les compétences de l'équipe, les particularités de la population, on va élaborer une stratégie. On va élaborer des axes stratégiques. Ça va nous aider à définir un cahier des charges. Et on va travailler après avec un agenceur, qu'on espère à l'écoute, pour dessiner un projet qui corresponde à cette pharmacie. Et on va aller faire un plan des univers, puis après un plan de détail vraiment à la marque. Okay. Après, ce qui nous aide à définir aussi le potentiel de la pharmacie, c'est également d'analyser de façon pointue les ventes qu'il a déjà réalisées quand on est dans une pharmacie qui a un historique. Et quand il n'y a pas d'historique? Quand, par exemple, on est sur un transfert, il ne faut pas s'arrêter à l'historique. Si la pharmacie change d'endroit, si elle se rapproche d'un axe passant, si elle se rapproche d'un endroit où il y a des particularités dans l'environnement, comme par exemple, ça colle à un cabinet médical, ça va changer la donne. Donc là, il faut pas s'arrêter aux ventes qu'elle réalisait avant. Il faut vraiment chercher le potentiel. Ok. Donc une fois que cette stratégie est montée, ensuite on bosse sur un plan et on détermine des flux. Alors, on détermine des flux. Les flux, il faut vraiment les déterminer avant de rentrer dans le détail des marques.
Effectivement, la question de positionner les univers, les univers peuvent se positionner qu'une fois qu'on a déterminé les flux. Donc voilà, on a une entrée, on a un comptoir. Les patients vont circuler de façon assez logique entre l'entrée et le comptoir. Encore que dans une hyperpharmacie, c'est pas le comptoir qui crée le plus le trafic. Attention, on a des nouveaux trafics qui se sont créés avec les années. On a le trafic de je rentre et j'ai un rendez-vous. J'ai un rendez-vous en téléconsultation. J'ai un rendez-vous parce que je viens faire un test, parce que je viens faire un vaccin. J'ai pas envie de faire la queue derrière les ordonnances. Voilà, je vais chercher où est-ce que je dois aller. Ouais. Alors voilà, ça doit être clair. Après, je peux avoir un flux vraiment spécifique parapharmacie, beauté, si j'ai un espace qui est dédié. Tout ça, ça doit vraiment se réfléchir fonction de la structure du pharmacien. Une pharmacie qui n'a pas du tout d'équipe dédiée 100% à la parapharmacie, il ne va pas y avoir un flux réel de l'entrée vers une caisse para. Il va y avoir... Ça, c'est toujours la question. La question qu'on nous pose systématiquement, quelle que soit la taille de la pharma, c'est est-ce que je dois mettre une caisse para ? Et alors, qu'est-ce qu'on entend par caisse para ? Qu'est-ce que vous voulez mettre derrière votre caisse para si on s'adresse aux pharmaciens ? Est-ce que c'est de l'ordonnance rapide ? Dans ce cas-là, est-ce que vous avez des diplômes que vous pouvez dédier à cette caisse ? Attention, si ça crée un double flux, comment vos patients vont comprendre qu'avec ordonnance, je vais là, sans ordonnance, je vais là ? Si le sans ordonnance est à l'entrée de la pharmacie, ça peut arriver, ça pique quand même. Parce que du coup, je rentre, je demande mon Doliprane et je repars. Voilà. Donc, les flux, ils sont vraiment à réfléchir. Donc, fonction de l'intention d'achat en rentrant, si je veux aller au comptoir, si je veux aller... Il faut que le client comprenne vite où est-ce qu'il faut qu'il aille. Il faut aussi se servir de ces flux comme une réelle opportunité en termes de commercialité du point de vente. Nous, notre métier, en tant que consultant MERCH, c'est de travailler le panier moyen. C'est de faire en sorte que le patient rentre avec un besoin et il découvre d'autres choses qui vont l'intéresser, qui vont l'interpeller. Donc, allez, je rentre, je suis senior, on va rester sur le senior, il est à l'honneur aujourd'hui. Je rentre, je suis senior, je vais aller, en passant par le comptoir ou avec un flux spécifique, vers l'endroit où on me recevra pour ma vaccination. Là, on parle de tous les seniors de la pharmacie. Donc, ces seniors... Ils vont entrer dans la pharmacie, ils vont aller à la cabine de consultation. Qu'est-ce que nous, on va profiter pour leur montrer ? Bien sûr. Dire, on a plein de marchés qui va les interpeller, l'articulation, les muscles, l'orthopédie. On a vraiment une opportunité à saisir. Et si vous mettez votre cabine de téléconsultation au milieu du bébé, c'est vraiment dommage. Ah, c'est bien. Après, je peux prendre un autre exemple. La maman. La maman, si elle rentre, qu'on est dans une pharmacie où l'enfant est fort, la maman est forte, la maman rentre, elle prend son lait, elle qui est sur les 2 premières descentes à gauche, elle va se faire encaisser sur la caisse para qui est juste à droite, elle repart, elle n'a pas circulé, elle n'a rien vu. Elle n'est pas passée devant les promotions qui pouvaient la concerner, sur le sérum fille, sur les lingettes, ou devant des super gammes beauté qui auraient pu l'interpeller, ou devant le pôle Instagram. Ouais. Ah, ça, c'est un sujet, le pôle Instagram ? Ça, c'est aussi des questions qu'on nous pose très régulièrement. C'est un sujet parce qu'en fait, on voit Internet comme vraiment le concurrent, le rival de la pharmacie, mais je pense qu'Internet, c'est aussi une opportunité. Et toutes ces gammes, tendances, alors qui peuvent être éphémères, mais elles créent aussi une dynamique dans la pharmacie. Et même dans les pharmacies plus petites, où on n'attend pas forcément des produits Insta, les pharmacies typiquement 70% d'ordonnances, où je rentre uniquement parce que j'ai une ordonnance ou parce que je veux mon Doliprane, là je tombe sur le truc hyper tendance réseaux sociaux que je vois tous les jours, et ben du coup je décroche de l'a priori que j'ai sur cette pharmacie qui est capable de vendre que du médicament. Et là je me dis ah oui, ils ont ça, et du coup ça peut même casser les codes. Et donc très pratiquement, toi ça se matérialise comment ? Alors ça dépend si on a la place ou pas. C'est une zone dédiée. Je pense qu'il faut une zone dédiée. Ouais. Parce que sinon, la pharmacie va désorganiser ses rayons à chaque fois qu'une nouvelle gamme rentre. Et elle va aller mourir en rayon parce que c'est des gammes qui peuvent durer dans le temps. Hein. Il y en a qui se sont lancées sur Insta et qui ont duré dans le temps, mais il y en a qui durent 6 mois, 1 an. Et il faut les mettre sur les zones les plus chaudes, c'est-à-dire sur le parcours client, là où vous êtes sûr que le pharmacien le verra. Donc, on est dans une pharmacie, hyper pharmacie, qui a la place, qui a dédié beaucoup de métrage linéaire à la para. À ce moment-là, elle fait un pôle
Influence, Instagram. Elle fait un pôle dédié, influence, Insta, voilà. Et on a la clientèle qui rentre pour ça. On est dans une pharmacie qui n'est pas spécialisée et qui n'a pas la majorité de son chiffre sur la dermocosmétique. Et ben, on va le faire quand même, mais différemment. On aura peut-être moins de place ou pas. Si on a moins de place, on peut utiliser un intercomptoir ou une gondole dédiée pour justement surprendre le consommateur et lui faire ouvrir les yeux sur le fait qu'il peut trouver autre chose dans sa pharmacie que de l'ordonnance. Ça, c'est toute la dualité. On en entend beaucoup parler. Il y a deux clans là, qui s'affrontent entre la bataille à la surface, au métrage linéaire, à la performance du point de vente. Et puis, d'autres qui ont un discours bien plus métier, qui se refusent à ce type de réflexion et de pratique. C'est quoi ton avis, toi, là-dessus ? Alors déjà, je trouve que au fur et à mesure des années, le pharmacien quand même est plus en plus à l'écoute de tout ça. Après, je pense qu'il y a quand même deux grandes familles qui se développent. Effectivement, les pharmaciens qui sont dans l'hyper-commercialité, qui vont avoir un positionnement stratégique très parallèle à Internet, en fait. Donc, ils vont avoir développé la stratégie du choix, du prix, et assumer une hyper-commercialité de l'espace-vente. Et on va avoir des pharmacies... Mais malgré tout, je te coupe sur celui-ci. Ces gens-là, ils font aussi beaucoup d'ordo. Alors, en proportion de leur volume client, peut-être pas beaucoup, mais du coup, ils font une pharmacie qui fait 1000 clients au jour. Elle fait quand même 200, 300 ordos par jour. Plus ou tout autant que l'ordo de proximité qui est à côté. Donc, ils doivent être, en tout cas aujourd'hui, ils se disent tout aussi performants au comptoir et pro de santé que la pharmacie qui a choisi cet axe dédié. Oui, alors après, l'axe dédié, c'est pas forcément... Alors, le deuxième modèle, juste pour revenir à ça, le deuxième modèle, c'est pas forcément ne pas faire de para. Et le premier modèle, c'est pas forcément ne pas faire de santé. Je suis complètement d'accord. Et les hyperpharmacies sont capables de former leur équipe et d'avoir un gros choix aussi sur des produits très pointus et santé. Après, l'image qu'elle donne en entrant, c'est beaucoup la beauté, la para et la dynamique commerciale. Voilà, c'est pas forcément le plus facile à faire non plus, parce qu'ils ont des marges qui sont quand même des marges avant qui sont tendues. Ils ont quand même la pression des fournisseurs qui leur donne beaucoup de contraintes d'exposition. Donc voilà, c'est une stratégie. Et l'autre stratégie, c'est de se dire moi, je veux marquer la différence. Je suis un professionnel de santé plus qu'un commerçant. Alors, c'est cette fameuse dualité, mais les deux, de toute façon, coexistent forcément. Mais cette deuxième catégorie, ils vont chercher à valoriser les spécialisations de la pharmacie. Et c'est là aussi où c'est hyper important de définir sa population et son marché. Vous allez avoir des pharmacies qui vont se spécialiser sur le maintien à domicile, sur l'orthopédie, mais aussi sur le vétérinaire, sur l'allaitement, sur l'oncologie, sur des domaines qui sont quand même vraiment pointus, où on attend un conseil, un accompagnement, et où je vais avoir envie d'aller dans un point de vente que je sens spécialiste sur le domaine, plus que dans une pharmacie généraliste qui sait tout faire et qui a de tout. Voilà, donc je pense qu'on a ces deux modèles qui se dessinent. Ok, et ça du coup, ça s'adosse, ces deux positionnements, ça s'adosse aussi au groupement. On les voit arriver de plus en plus forts, de plus en plus organisés, de plus en plus marketés aussi sur les concepts points de vente. Comment tu t'inscris toi là-dedans ? Alors, je pense que le groupement, s'il était anecdotique il y a 10-15 ans, maintenant c'est un acteur qui est hyper important et le pharmacien a besoin d'un groupement sur lequel s'adosser pour beaucoup de choses. Les groupements, ils ont des atouts qui sont différents selon les groupements, mais ils apportent des outils que moi ou toi, on n'apporte absolument pas, qui sont des cartes de fidélité, qui sont de la pré-négociation auprès des laboratoires, qui sont des outils dynamiques, qui sont j'accompagne mon pharmacien à chaque fois qu'il y a un nouveau service qui se développe, je l'aide à se former sur le nouveau test à réaliser.
Il y a vraiment cet accompagnement pour que le pharmacien ne soit pas isolé. Toi, ton travail, il est presque en amont du groupement, sur la définition de la stratégie. Ouais. Alors, il est en amont et en même temps en aval, c'est-à-dire que je me dis que le groupement a des outils. Donc moi, dans le pack que je vais prendre pour définir la stratégie merchandising et prendre des décisions de plan, je vais prendre aussi les éléments forts du groupement. Et en général, si la pharmacie a choisi tel ou tel groupement, c'est parce qu'elle a envie d'une image. Donc ça va avec la définition de l'image que veut donner la pharmacie. Il t'est déjà arrivé de dire le choix de votre groupement, c'est pas le bon, vous devriez changer de groupement? Politiquement, ça se fait pas. J'imagine que c'est pas possible. Alors, des fois, on peut être surpris et se dire, il a peut-être une image, mais je crois pas que... En général, ils sont attirés vers des groupements qui renvoient l'image qui leur ressemble. Et en fait, le groupement pharmaceutique peut donner des conseils en agencement, peut donner des conseils en merch, comme il peut donner des conseils sur beaucoup de choses. Mais encore une fois, aujourd'hui, la pharmacie, elle a besoin de spécialistes. Donc, je pense que voilà, le groupement est un acteur indispensable. Je ne dirais pas à une pharmacie que je lui déconseille d'avoir un groupement avec elle. Il faut qu'elle s'adosse à quelqu'un de fort. Notre intérêt à tous, c'est que la pharmacie, elle arrive à bien se développer. Notre pharmacie, qu'on soit le groupement, qu'on soit l'agenceur, qu'on soit le merch, si on veut rendre le modèle aujourd'hui français pérenne, il faut que la pharmacie indépendante arrive à être dynamique, rentable et à se développer. C'est ce qui garantira que le modèle d'aujourd'hui... Alors justement, qu'est-ce qui a changé en 16 ans? Qu'est-ce qui a le plus changé dans nos offices? Elles faisaient 1,5 million en moyenne, elles font 2,4 millions maintenant. Mais au-delà des chiffres... C'est déjà une base. Ouais, c'est plus qu'une base, ouais. Mais au-delà des chiffres, est-ce qu'il y a dans leur mode de fonctionnement, est-ce qu'il y a des choses qui ont vraiment changé? Je pense que la pharmacie doit être spécialiste de tout de plus en plus, en fait. Je citais le chiffre, mais derrière un chiffre qui croît, c'est aussi une équipe qui croît. Donc, il faut être encore plus manager. Ça veut dire une surface de vente et un référencement qui croît. Donc, ça veut dire être très performant dans sa prise de décision. Ça veut dire avoir une trésorerie plus tendue, potentiellement. Voilà, il y a beaucoup de choses qui changent comme ça. Après, il y a l'approche il y a aussi des modifications comme... Il y a les services qui sont arrivés. Il y a les services. Vaccination, téléconsultation, les trolls, qui créent des flux différents. On a aussi des produits avec AMM qui n'ont plus d'AMM. Bon, oui. Voilà. Alors, ça, comment tu gères ça? Ça, c'est la grande question. C'est une opportunité, en même temps une menace. L'opportunité, c'est qu'aujourd'hui, on a des marchés qui sont très dynamiques, comme le sommeil, le stress, ou comme la vitalité, qui sont des domaines où avant, on avait pas mal d'AMM. Maintenant, la vitalité, il n'y a plus de produits AMM. La vitamine C, 1000, elle a perdu son AMM. Il y a des multivitamines effervescentes, je ne citerai pas, qui n'ont plus d'AMM non plus. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le pharmacien, il peut le travailler dans un secteur qui n'est plus avec des contraintes qu'on avait dans le libre accès. Et voilà, c'est des marchés qui sont en volume à plus 5, donc on chiffre encore plus. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il peut construire des zones, des secteurs où le consommateur va voir ce qui existe, va choisir librement, en autonomie. Bon, après, avec le conseil du pharmacien derrière, bien sûr, mais va découvrir et ça suscite quand même la vente auprès du client. Après, toutes ces AMM qui disparaissent, on peut se poser la question de la facilité. Est-ce que ça passe dans un autre domaine que la pharmacie demain ? On a, en 2025, on a 70 références qui sont pour le rhume, pour la toux, et qui n'ont pas d'AMM. C'est considérable. Et alors, après, la difficulté, c'est où les mettre, quoi. Alors, tu les mets où ? C'est où les mettre. Alors, la difficulté, surtout pour le pharmacien, c'est faire le choix. Alors, où les mettre, il faut créer des pôles en dehors du libre accès, sinon c'est illisible, surtout si on est dans une zone d'attente qui est hyper chaude. Vous ne pouvez pas gêner la lisibilité du produit et il faut rester quand même sur des produits phares. Après, il faut à un moment donné que les fournisseurs
ils deviennent raisonnables sur le nombre de références sorties. Ça devient illisible. Et en fait, pour avoir des conditions sur un produit phare, la pharmacie, elle est obligée de référencer toute une série de nouveaux produits qui ne sont pas phares et qui n'ont pas d'AMM. Et toi, tu les accompagnes là-dessus? Alors, sur les choix, j'imagine. Ouais, à un moment donné, on est obligé de poser les réalités, c'est-à-dire qu'on analyse les ventes, on décortique les ventes et on leur explique, voilà, sur votre sirop tout séché grasse, vous avez 10 propositions, quoi. Donc voilà, laquelle on valorise, sur laquelle on investit, pour le consommateur, c'est illisible. Ouais. Ça devient illisible. En fait, il faut bien voir que si vous avez une surface de vente de 200 mètres carrés avec un certain référencement et la même de 500 mètres carrés et le même référencement sur 500 mètres carrés, vous n'allez pas du tout déclencher la même intention d'achat. Le consommateur, s'il rentre et qu'il ne comprend pas l'offre parce que tout est serré, tout est entassé, tout est sur des monofacings, il ne va pas être dans une sensation, il va pas être dans une sensation de choix. Il va juste aller vers le pharmacien et se limiter à ce pourquoi il était rentré, son achat prémédité. Alors que si vous avez même référencement étendu sur 500 mètres carrés, donc bien lisible, avec une offre claire, là, on va susciter l'envie de découvrir le référencement par le consommateur et du coup l'achat supplémentaire. On a des pharmacies qu'on a fait ensemble où on a multiplié par 2 ou 3 la surface de vente et où en fait j'ai rentré peut-être 2 gammes de dermocosmétiques et une gamme de nature en plus. Il y a très peu de... Et pourtant derrière on avait du plus 20, plus 25% en vente. Bien sûr. Alors après c'est un ensemble puisqu'il y avait peut-être plus de parking, il y avait bien sûr c'est multifactoriel, mais à un moment donné... c'est pas plus j'ai de références, plus j'ai de choix, plus je vends. C'est aussi mieux j'organise mon flux, mieux j'organise mon offre, mieux c'est. Bien sûr. Alors toi, tu dirais, si tu devais donner quelques tips à un pharmacien pour arriver à comprendre son flux, comment t'aborderais les choses? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme tips? Alors moi, je lui dirais déjà, sors de ta pharmacie, rentre par l'entrée du client, et dis-moi ce que tu vois. Voilà, je rentre, je mets dans la peau de mon client, je rentre, je vais au comptoir, qu'est-ce que j'ai vu? Donc ça, c'est un élément important. Après, il faut voir aussi les marchés qui sont en plein développement. Est-ce que je me suis adaptée? Est-ce que j'ai exposé comme il faut mes déos? Avant, c'était anecdotique. Le déo, il a explosé avec 23% de ventes supplémentaires sur 2025. Voilà, ils sont où? Je ne peux plus considérer que c'est un achat prémédité et qu'il faut que j'aille tout au fond de la pharmacie pour le trouver. Il doit être... parce que c'est un marché qui est très dynamique, avec beaucoup de gammes tendances, clean, nature. Je dois tomber dessus. Je dois tomber dessus sur le flux. Voilà. Est-ce que j'ai adapté mon offre à l'évolution de mes ventes? Est-ce que tout simplement, mes expositions sont conformes à mes ventes aussi? Souvent, je donne une marque, une descente, une marque, une descente. OK. Si ce labo, il fait 10 fois plus de chiffres, est-ce que vraiment il faut que je lui donne la même place? Voilà. Après, je lui dirais aussi, voilà, tu veux donner telle image de ta pharmacie, tu m'as dit, allez, que tu étais très naturopathique, c'était hyper important pour toi, que tu as 2 collaborateurs qui sont en train de se former en DU micro et tout. OK, quand tu rentres, est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu vois que je suis une pharmacie qui soigne au naturel? Est-ce que mon savoir-faire différenciateur est valorisé et est-ce que je sais le mettre en avant? Est-ce que je sais le mettre en avant? Exactement. Et en fait, on en revient souvent au problème que le pharmacien doit tellement être spécialiste de tout il peut avoir des super idées, il peut avoir des super directions, mais il faut qu'on l'aide à donner vie à ses idées. Parce qu'il ne peut pas être spécialiste du management, spécialiste du commerce, spécialiste de la profession de santé, des entretiens thérapeutiques. Il ne peut pas être spécialiste de tout. Donc voilà, il faut qu'on l'aide, il faut qu'il nous dise où il veut aller. Il faut qu'on le conforte pour lui dire là où tu veux aller, c'est en adéquation avec ton équipe, ton marché, ta population. Et de quelle façon on va le faire. Et c'est là où la collaboration, après, elle est hyper importante dans un projet. Parce que, voilà,
Quand tu arrives sur un point de vente et je cite des cas, je donnerai pas de nom. Tu arrives sur un point de vente, tu as une zone d'attente avec une grande gondole d'un mètre 80 au milieu, avec un bloc de comptoir à gauche, un bloc de 3 comptoirs à droite, et un bloc de 3 comptoirs à gauche. Et voilà. Et tu fais quoi avec ça ? Tu fais quoi ? Ça veut dire que déjà, ton consommateur, il rentre. Alors, c'est là où le pharmacien, c'est pas fait le parcours du consommateur. Il rentre, déjà, il va attendre à gauche ou à droite. Bon, ceux qui vont attendre à droite, ceux qui vont attendre à gauche, ils auront un mural entre eux, donc ils ne se verront pas. Donc, ils seront en permanence en train de se demander c'est à qui, c'est à lui, c'est à moi. Ils ne vont pas du tout être dans une situation où ils regardent les produits. Qui ne sont pas du tout sereins pour être dans un esprit shopping ou découverte. Ils sont agrippés au comptoir pour vérifier qu'il ne se fasse pas voilà. la place. Ouais. Je ne parle même pas des disputes dont on entend parler dans ces cas-là, qu'il faut que l'équipe gère. Et ensuite, après, d'un point de vue organisationnel, parce que le merch, c'est aussi faire des choses pratiques, vous avez 2 arrière-comptoirs. Un arrière-comptoir pour le bloc de 3 comptoirs de droite, un arrière-comptoir pour le bloc de 3 comptoirs de gauche. Ça veut dire que l'équipe, elle va passer son temps à aller chercher à gauche, à droite. Ça veut dire que le merch, il doit tout dédoubler. Et si vous avez que 5 descentes de chaque côté, vous ne pouvez pas tout dédoubler sans avoir une lisibilité qui est complètement obstruée. Voilà. Après, il y a l'exemple de je rentre, j'ai les couches, l'incontinence à l'entrée. Ben, voilà, c'est dommage. Ou j'ai le lait immédiatement, j'ai pas du tout découvert mon offre alors qu'il y a énormément de mamans. Je peux en citer quelques-uns. Mais... oui, c'est sûr, J'ai le conseil au naturel dans la zone d'attente. Le conseil au naturel avec la cystite, les problèmes de circulation, tout ça, dans l'endroit où les gens attendent. Donc ça veut dire que mon équipe qui va venir faire du conseil, parce que je suis un pharmacien qui veut vraiment développer le conseil, il va devoir venir dans la zone d'attente, et il fait son conseil comment dans la zone d'attente pour parler infection urinaire avec son patient. Enfin, c'est pas possible. Tu as déjà refait des... Je peux t'en citer plein des projets, ouais, non, mais quand tu me parles, ça me rappelle des noms, en effet. Ouais. Tu as déjà refait des pharmas ou des plans merch sur des pharmas qui venaient d'être faites? Eh ben... Où tu t'es dit, mais c'est pas possible. Ouais, c'est délicat. Hein. Ouais. C'est délicat. Mais ça m'est arrivé... tout était déjà validé et l'immeuble en production, et de dire aux pharmaciens qui, des fois, nous appellent vraiment au dernier moment. Alors que l'intérêt, c'est quand même... C'est quoi le bon timing? Le bon timing, c'est avant que vous ayez commencé à déterminer... Donc c'est vraiment à l'initiative du projet, quoi. Alors, c'est vraiment à l'initiative... Alors déjà, je conseille vraiment de prendre un agenceur qui fait de la pharmacie. C'est juste pas possible sinon. C'est un métier... Je valide. Voilà. Non, mais il faut le dire. À un moment donné, on peut pas ne pas le dire. Ensuite, il faut, s'il y a un conseil merch à prendre, il faut le prendre en amont quand on peut encore modifier des choses. L'idéal, quand il y a un bâtiment qui sort de terre, c'est même en amont du permis. Bon, après, sur un agenceur, un archi qui a l'expérience, normalement, les entrées, voilà. Mais ça peut jouer sur les cabines. Bien sûr. Des fois, une fois que le permis est posé, on ne peut plus bouger les cabines. Et si on n'a pas réfléchi à un positionnement des cabines en phase avec la stratégie merchandising qu'on a définie, eh ben, on peut plus le faire. Donc, ça m'est arrivé d'avoir, par exemple, la nature d'un côté, alors que la cabine pour les tests, le WC et les tests cystite était de l'autre. C'est quand même dommage, parce que les produits que vous allez conseiller ne sont pas du tout du même côté. C'est pas impossible à faire. C'est dommage. Ouais, sur l'hiver, c'est dommage, en effet. Ou alors que la cabine, ortho-vaccination, soit pas à l'endroit où il y a le MAD, les CNO, l'incontinence. Voilà. Donc, et quand on travaille en amont, on peut juste déterminer des grandes lignes en échangeant avec l'agenceur sur la stratégie merch. Et après, on va rentrer dans le détail une fois qu'on aura plus d'éléments pour vraiment rentrer dans un plan de détail. Mais les flux, il faut les travailler au début, il faut les travailler en concertation. Parce que dans l'autre sens, il y a des informations que le merch a et que l'archi et l'agenceur a et que le merch n'a pas. Donc ça aussi, c'est vraiment un travail. En fait, il faut choisir des partenaires qui arrivent à tous fonctionner ensemble. Bon, bah, parfait. Le groupement, l'agenceur et le merch. Donc, si je comprends bien, moi, si je suis jeune pharmacien et que je veux m'installer, que j'ai un projet d'acquisition, un projet de transfert, on pense d'abord travaux, mais finalement, la première chose à faire, c'est peut-être
d'intégrer une stratégie de positionnement, une stratégie d'image, peut-être même avant de parler de travaux. Et du coup, c'est là que tu rentres en action. Qui va faire partie du cahier des charges, qui va aider l'agenceur et les créas à donner l'image aussi. Parce que le merch est valorisé par toute sa création, par la créa et le design autour. Et inversement, un merch pas adapté peut aussi nuire à dévaloriser le design. Ou si vous avez trop de tension de produits sur un espace, je veux développer beaucoup la nature, j'ai pas assez de place, ça va être serré, difficilement lisible. Alors que j'avais peut-être trop de place en zone bébé. Et du coup, si l'agenceur avait d'entrée de jeu le cahier des charges du nombre de descentes nécessaires, et de la façon dont on veut travailler les flux, et d'axes de population qu'on veut le plus développer, il n'aurait pas fait le même travail. Je comprends. La conclusion, moi, que je donnerais à tout ça, c'est que le merch, la stratégie de positionnement, c'est jamais trop tôt. Non. Et c'est la première pierre qu'on met dans un projet. La première et la dernière. Et la dernière, exactement. Bon, trop bien. Et merci Géraldine, c'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi sur ces sujets. Merci Damien. Et merci également à vous tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast Cubique sur YouTube, Spotify, Apple Podcast et Deezer. Vous pouvez également nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Insta, LinkedIn, Pinterest et YouTube. Maintenant, n'hésitez surtout pas à nous écrire, à commenter. Nous avons besoin de vos retours. C'est grâce à vous que ce format va évoluer. Merci beaucoup et à bientôt.